Le tout est dans tout, livre audio, Steph Code, en 10 parties. Partie 1, Introduction. Origine et portée de la formule « le tout est dans tout ». Il existe dans l'histoire des idées, des phrases qui, malgré leur apparente simplicité, portent un poids considérable de sens et d'implication. Le tout est dans tout appartient à cette catégorie rare. Elle agit comme une graine verbale. Une fois plantée dans l'esprit, elle germe, croît et donne naissance à un réseau infini de réflexions. En quelques mots, elle ouvre une porte vers des domaines aussi variés que la métaphysique, la science, la spiritualité, la psychologie et l'art. D'un point de vue strictement linguistique, cette formule intègre immédiatement. Elle se compose de deux pôles. Le premier, le tout, avec un T majuscule, qui désigne ici non pas seulement la somme des parties, mais l'ensemble absolu de l'existence, ce qui englobe et dépasse tout ce qui est. Le second, dans tout, introduit une immanence. Le tout ne serait pas extérieur aux choses, mais intrinsèquement présent en chacune d'elles. C'est une vision radicalement inclusive qui nie toute séparation absolue entre le macrocosme et le microcosme. Un écho venu des âges anciens. On trouve des formulations voisines dans les traditions hermétiques de l'Antiquité. Le corpus hermeticum, attribué à Hermès Trismégiste, explore déjà cette idée que l'univers entier est contenu dans chaque partie et que chaque partie reflète la totalité. Le célèbre principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » n'est qu'une déclinaison de cette même vision d'unité. Dans la pensée antique, cette phrase ne révélait pas de la poésie, mais d'une certaine ontologie. La nature même du réel était perçue comme une structure résonante où chaque niveau reflète toutes les autres. L'être humain, en tant que microcosme, contient en lui-même toutes les lois et toutes les forces qui régissent le cosmos. Un pont entre philosophie et mystique. La force de « le tout est dans tout » réside dans son ambivalence. Elle peut être entendue comme une formule métaphysique purement spéculative, mais aussi comme une affirmation mystique issue de l'expérience intérieure. Le philosophe peut y voir l'expression d'un monisme absolu, le mystique, une constellation vécue dans l'état d'unité lorsque la distinction entre soi et l'univers s'efface. Ainsi, cette formule agit comme un point de convergence. En philosophie, elle nourrit les doctrines de l'unité de l'être, comme chez Parménide, Spinoza ou Hegel. En spiritualité, elle rejoint l'expérience du samadhi hindou, du satori zen ou de l'union mystique chrétienne. En sciences modernes, elle trouve un écho inattendu dans les théories holographiques de l'univers ou dans la physique quantique. Pourquoi cette phrase fascine encore aujourd'hui ? À l'époque contemporaine où la spécialisation cloisonne les savoirs, le tout est dans tout apparaît comme un rappel essentiel. Il existe une cohérence globale, un lien invisible qui relie toutes choses. Cette perspective séduit autant l'artiste que le scientifique, car elle légitime la recherche de motifs universels derrière la diversité apparente. De plus, cette vision peut transformer la manière dont nous percevons notre vie quotidienne. Si chaque fragment contient le tout, alors aucun moment, aucun être, aucune rencontre n'est insignifiante. Chaque instant est potentiellement une porte vers l'infini si notre conscience sait le reconnaître. Partie 2. Analyse linguistique et philosophique. Premièrement, la structure de la phrase.
Le tout est dans tout est une phrase simple, presque enfantine, mais sa simplicité est trompeuse. Elle se compose d'un article défini, d'un substantif totalisant, d'un verbe d'état et d'un complément prépositionnel, waouh, qui répète, en le modifiant, le substantif initial. Bon, je m'explique. Formellement, le tout, sujet, est, verbe d'identité, dans tout, complément de lieu conceptuel. Ce type de construction a un effet poétique et philosophique. La répétition du mot tout renforce l'idée de totalité et crée un effet de miroir sémantique. Le verbe être agit comme un lien ontologique, affirmant une vérité, non une simple action. La préposition dans introduit la notion d'immanence. Le tout n'est pas séparé, il habite l'intérieur des choses. On pourrait réécrire cette phrase sous plusieurs formes tout en conservant son essence. Le tout se trouve dans chaque chose, l'univers est en toute parcelle, chaque chose est le tout, mais la formation originelle garde une force abrupte et circulaire. Deuxièmement, le sens de le tout. Dans le langage courant, le mot tout est souvent utilisé de manière vague. Tout va bien, tout le monde, tout est prêt. Mais en philosophie, le tout, avec un T majuscule, prend une dimension cosmique. Il désigne la totalité absolue, tout ce qui existe, visible ou invisible, passé, présent, futur. La source unique, le principe d'où tout émane. Et l'unité indivisible, ce qui englobe toutes les oppositions. Chez les hermétistes, le tout est parfois équivalent au un des néo-platoniciens, au brahman de l'hindouisme ou au taoïste. Il ne se limite pas à la somme des parties, il est à la fois plus que et autre que cette somme. Troisièmement, la fonction du verbe « est ». Le verbe « être » agit ici comme une équation métaphysique. Le tout égale dans tout. Il n'y a pas de distance entre le sujet et son prédicat, c'est une identité. En linguistique, ce type de phrase révèle de l'assertion ontologique. Elle ne se contente pas de décrire, elle affirme l'essence. En d'autres termes, il ne s'agit pas de dire que le tout pourrait se trouver dans tout, par accident ou par choix, mais qu'il y est nécessairement, par nature. Quatrièmement, la préposition « dans ». « Dans » est un petit mot qui change tout. Si on disait « le tout est tout », on aurait une tautologie sèche, une équation stérile. Mais « dans » introduit la spatialité, la localisation, l'intériorité. Cela implique une présence intime. Le tout n'est pas extérieur aux choses, il y réside. Une relation fractale, chaque partie est un microcosme où se reflète la totalité. Une continuité invisible, il n'y a pas de frontière hermétique entre la partie et le tout. Cinquièmement, le second tout, dans la phrase, la seconde occurrence de tout diffère de la première par son absence d'article. Elle désigne ici la multiplicité des choses, la totalité des éléments pris séparément. Autrement dit, le tout, unité absolue, est dans tout, multiplicité des manifestations. Ce jeu entre le singulier universel et le pluriel implicite est au cœur de nombreuses doctrines ésotériques. Sixièmement, portée philosophique. La formule « le tout est dans tout » résume une intuition centrale du monisme. La réalité est fondamentalement une, et les distinctions que nous faisons ne sont que des perspectives limitées. Cela s'oppose au dualisme radical qui sépare l'esprit de la matière, le créateur de la création ou le bien du mal.
Ici, tout est contenu dans tout, et même les opposés se tiennent dans une unité supérieure. On peut aussi lire cette phrase à la lumière de la théologie holographique. Comme dans un hologramme, chaque fragment contient l'information du tout. Ainsi, dans une seule cellule de notre corps se trouve le code génétique complet de l'organisme, et peut-être à un niveau plus subtil, l'empreinte entière de l'univers. Septièmement, la dimension existentielle. Si le tout est réellement dans tout, alors que chaque rencontre, chaque objet, chaque événement porte en lui la totalité du sens de l'existence. Cela transforme la manière dont on vit. On cesse de chercher l'absolu ailleurs, puisqu'il est ici. On regarde chaque détail comme une porte vers l'infini. On prend conscience que nous portons en nous-mêmes la clé de l'univers. Partie 3, sources ésotériques. Premièrement, l'hermétisme égypto-grec. L'une des plus anciennes formulations de cette idée se trouve dans l'hermétisme, un courant philosophico-spirituel né du syncrétisme gréco-égyptien à l'époque hellénistique même. Le corpus hermeticum, attribué à Hermès Trismégiste, décrit le cosmos comme une structure organique, vivante, où chaque partie reflète l'ensemble. Un extrait du texte La table d'émeraude, document central de l'hermétisme, résume cette vision. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Ici, la correspondance entre microcosme et macrocosme est explicite. L'univers tout entier peut se lire dans une pierre, une plante ou un être humain, pour peu que l'on sache en interpréter les signes. Deuxièmement, le Kybalion. Le Kybalion, début du XXe siècle, c'est un livre attribué aux 3 initiés, systématise les principes hermétiques en 7 lois universelles. La deuxième loi, le principe de correspondance, est l'expression moderne de « le tout est dans tout ». Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette correspondance ne se limite pas au plan physique, elle inclut les plans mental et spirituel. Ainsi, l'esprit humain, par la méditation et l'intuition, peut accéder à des vérités universelles en observant simplement le monde immédiat. Troisièmement, la Kabbale. Dans la Kabbale juive, l'univers est perçu comme une émanation du Ein Sof, l'infini. Chaque séphira de l'arbre de vie contient elle-même la totalité de l'arbre, et à la manière de poupée russe. C'est une vision fractale. L'univers est répété, reflété et réfracté à toutes les échelles. Le Zohar affirme « l'en haut est comme l'en bas et l'en bas est comme l'en haut pour que tout soit lié en unité ». Bon. On retrouve donc la même idée d'immanence totale, où la divinité n'est pas éloignée mais intégrée dans chaque niveau de la réalité. Quatrièmement, l'alchimie. Les alchimistes, héritiers directs de l'hermétisme, ont souvent illustré le tout est dans tout par leur symbole. Le serpent Ouroboros, un serpent qui se mord la queue, représente le cycle éternel où le tout contient sa propre fin et son propre commencement. Dans leur laboratoire, les alchimistes voyaient dans la transformation de la matière, le plomb en or, une métaphore de la transformation de l'âme, les deux étant inséparables. Pour eux, une seule goutte de mercure, correctement purifiée, contenait la potentialité de la pierre philosophale. Chaque fragment du monde matériel portait donc la semence de la perfection totale. Cinquièmement, les philosophies orientales. Dans l'hindouisme, la formule rejoint l'aphorisme sanskrit « Tat Dvam Asi », « tu es cela », qui enseigne que l'âme individuelle, Atman, est identique à l'absolu, Brahman. Chaque être, même infime,
porte en lui la totalité divine. Dans le bouddhisme Mahayana, le concept de Dharma Dhatu décrit un réseau d'interpénétration universelle. Chaque phénomène contient tous les autres, comme dans le sutra Avatamsaka, le sutra de l'ornement fleuri, l'image de la réseau d'Indra, où chaque perle reflète toutes les autres, est une représentation visuelle parfaite de le tout est dans tout. Dans le taoïsme, le Tao Te Ching de Lao Tzu affirme que le Tao est présent dans toute chose et qu'il est à la fois la source et la manifestation. Sixièmement, tradition chamanique. Chez de nombreuses cultures chamaniques, la nature est vue comme un tissu unique où chaque élément, pierre, animal, vent, étoile, porte le message du grand tout. Un chaman peut lire l'état de l'univers dans le comportement d'un animal, la forme d'un nuage ou le mouvement d'un rêve, car pour lui, chaque fragment est un reflet du tout. Septièmement, mystique chrétienne. Dans la mystique chrétienne, on trouve une idée proche dans les écrits de Maître Eckhart ou de Saint Jean de la Croix. Dieu est entièrement présent en chaque âme et dans chaque parcelle de la création. Cela ne nie pas la transcendance divine, mais insiste sur son immanence totale. Partie 4, parallèle philosophique. Premièrement, le monisme antique. Le monisme affirme qu'il n'existe qu'une seule réalité fondamentale. Chez Parménide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'être est unique, indivisible et immuable. Toute multiplicité n'est qu'illusion. Cette idée préfigure directement le tout est dans tout. Si tout est un, alors cet un se retrouve nécessairement dans chaque fragment. Les stoïciens, eux, voyaient le cosmos comme un organisme animé par le logos universel, une raison divine qui pénètre toute chose. Pour Marc Aurèle, empereur et philosophe, tout ce qui existe est tissé ensemble par un lien sacré. Deuxièmement, Platon et le néoplatonisme. Chez Platon, le monde sensible est une projection imparfaite du monde des idées. Même si la réalité matérielle est fragmentée, chaque fragment contient une part de l'idée originelle. Plus tard, Plotin, au IIIe siècle, développera la vision néoplatonicienne. Tout émane de l'un et chaque émanation garde en elle la trace de cette source unique. Plotin écrit dans les Énéades « L'âme est partout entière et partout la même ». Cela rejoint l'idée que le tout, l'un, est présent en chaque manifestation. Troisièmement, Spinoza et le panthéisme. Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, offre l'une des formulations les plus rigoureuses de ce principe dans son éthique. Pour lui, Dieu égale nature, Deus sive natura. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création. Tout ce qui est en Dieu et rien ne peut exister ni être conçu sans Dieu. Cela implique que le tout est la substance unique, infinie, et que chaque mode, objet, pensée, être vivant, est une expression de cette substance. Ainsi, Dieu / tout est présent intégralement dans chaque manifestation. Quatrièmement, le panenthéisme. Proche du panthéisme, le panenthéisme affirme que le divin est à la fois immanent, c'est-à-dire présent dans tout, et transcendant, c'est-à-dire au-delà de tout. Cette vision nuance le tout est dans tout, en conservant l'idée que chaque partie contient la présence du tout, mais que le tout dépasse aussi l'ensemble des parties. On retrouve cette perspective chez Nicolas de Cusse, au XVe siècle, qui parlait de la coïncidence des opposés, où l'infini se trouve dans le fini
et réciproquement. Cinquièmement, Hegel et la totalité dialectique. Chez George Wilhelm Friedrich Hegel, la réalité est un processus dialectique où chaque élément ne prend sens qu'en relation avec la totalité du système. La totalité hegelienne est dynamique. Chaque partie contient en germe l'ensemble du développement historique et spirituel. Sixièmement, philosophie orientale. En Advaita Vedanta, la non-dualité absolue, où Atman, le soi, et Brahman, l'absolu, sont identiques. Cela revient à dire que l'absolu se trouve pleinement dans chaque être. En bouddhisme Huayen, chaque phénomène contient tous les autres, le principe de l'interpénétration. On retrouve ici une vision quasi mathématique du tout et dans tout, à travers l'image du réseau d'Indra. Septièmement, philosophie contemporaine. Certains penseurs modernes, comme Teilhard de Chardin, ont proposé une vision évolutive où l'univers se complexifie vers un point d'unité, le point d'oméga. Même dans ses phrases les plus élémentaires, la matière porterait déjà la potentialité de la conscience universelle. En éco-philosophie, on retrouve aussi cette idée. Chaque élément d'un écosystème contient et dépend de tous les autres. Et aucune partie ne peut être prise isolément. Partie 5. Approche scientifique. Premièrement, l'univers holographique. L'idée d'un univers holographique a émergé dans les années 1970 avec les travaux de David Bohm et Karl Pribram. Dans un hologramme, chaque fragment contient l'intégralité de l'image originale. Même un petit éclat du support holographique renferme l'ensemble de la scène. Cela correspond parfaitement à « le tout est dans tout ». Chaque partie est un résumé de la totalité. Bohm parlait de l'ordre impliqué, implicate order, une structure fondamentale dans laquelle toute l'information de l'univers est présente en chaque point de l'espace-temps et qui se déploie dans l'ordre expliqué, l'explicate order que nous percevons. Deuxièmement, fractal et autosimilarité. Les fractales sont des formes géométriques qui présentent la même structure à toutes les échelles. Découvertes et popularisées par Benoît Mandelbrot, elles sont présentes dans la nature, fougères, côtes maritimes, systèmes vasculaires, réseaux neuronaux, ou Schur-Manesco même. Chaque fragment d'une fractale ressemble à l'ensemble, ce qui illustre visuellement le principe du tout dans tout. Par exemple, le triangle de Sierpinski conserve la même figure qu'on l'observe dans sa totalité ou dans l'un de ses sous-triangles. Troisièmement, biologie et ADN. Dans le corps humain, chaque cellule, à l'exception des gamètes et cellules matures spécialisées, contient l'intégralité du code génétique nécessaire à créer ou recréer l'organisme tout entier. Autrement dit, un minuscule échantillon de tissu renferme l'information pour reconstituer un être complet, comme dans le 5e élément. Les biologistes savent désormais que cet ADN contient aussi des traces d'éléments ancestraux remontant parfois à des millions d'années, ce qui relie chaque cellule individuelle à l'histoire globale de la vie. Quatrièmement, physique quantique. En mécanique quantique, le phénomène d'intrication montre que deux particules peuvent rester corrélées à distance. Ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, quel que soit l'éloignement. Cela suggère une unité profonde sous-jacente à la séparation apparente. Le physicien John Bell a démontré que ces corrélations ne peuvent pas être expliquées par des variables cachées locales, ce qui implique une interdépendance fondamentale. Cinquièmement, cosmologie et origine commune.
Selon la théorie du Big Bang, toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps proviennent d'un point initial, infiniment dense et chaud. Cela signifie que tout dans l'univers partage une origine commune et que, d'une certaine manière, chaque particule porte encore l'empreinte de cet état initial. Sixièmement, écologie et système complexe. En écologie, un système est holistique. Chaque élément dépend des autres et influence l'ensemble. Dans un écosystème, la disparition d'une espèce peut avoir des effets en cascade sur tout le réseau, ce qui montre que chaque partie contient en puissance la dynamique du tout. Septièmement, neurosciences. Les neurosciences ont montré que la mémoire et les fonctions cognitives ne sont pas stockées dans un unique point du cerveau, mais distribuées à travers des réseaux. Ainsi, une partie du cerveau peut contenir assez d'informations pour évoquer l'ensemble d'un souvenir ou d'une compétence. Partie 6. Application spirituelle. Premièrement, méditation sur l'unité. Dans de nombreuses traditions, la méditation consiste à se concentrer sur un objet simple. Une bougie, un souffle, une pierre, et à percevoir en lui l'essence de l'univers. C'est une mise en pratique directe de le tout est dans tout. Étape 1, observer l'objet avec une attention totale. Étape 2, percevoir ses textures, sa forme, sa couleur, comme des portes vers des structures plus vastes. Étape 3, ressentir que cet objet est une manifestation de la même source qui engendre tout ce qui existe. Cette pratique peut se faire aussi avec le corps, sentir que chaque cellule porte la totalité de l'être et que cet être est relié à tout. Deuxièmement, contemplation dans la nature. Marcher en forêt, au bord de la mer ou même dans un parc urbain peut devenir une expérience mystique si l'on aborde chaque détail comme un fragment contenant l'ensemble. Une feuille tombée peut refléter la mécanique saisonnière de la Terre, une goutte d'eau, le cycle planétaire, un souffle de vent, la circulation globale de l'air. Les traditions chamaniques utilisent cette vision pour lire des messages dans la nature, chaque signe portant l'empreinte du tout. Troisièmement, art et création. L'artiste qui intègre cette vision ne crée pas seulement un objet isolé. Il manifeste dans chaque œuvre une partie de l'univers. Cela se voit dans la peinture sacrée, mandala, icône, enluminure, la musique méditative, où chaque note est un écho du silence primordial, et la poésie qui relie une image simple à une vérité cosmique. Quatrièmement, relation à autrui. Si le tout est dans tout, alors chaque être humain porte en lui la totalité du vivant. Cela transforme la relation. Plus de véritable autre au sens d'étranger radical. La compassion devient naturelle, car nuire à un autre, c'est nuire à soi-même. L'écoute se fait plus profonde, car chaque parole peut être l'expression de l'univers lui-même. Cinquièmement, transformation intérieure. Sur le plan du développement personnel, cette vision encourage à chercher en soi les ressources pour résoudre les situations extérieures. Si le tout est en nous, alors la paix que l'on veut voir dans le monde doit d'abord être réalisée intérieurement. Exemple de pratique, face à un conflit, au lieu de chercher la solution uniquement dans l'extérieur, plonger en soi pour y trouver la compréhension globale qui résout la tension. La tension. Sixièmement, rituels et symboles. Dans les traditions initiatiques, les rituels vivent souvent à condenser le tout dans un symbole. Un pentacle, un cristal ou même une simple pierre ramassée en chemin devient un support qui reflète l'univers entier.
L'utilisation consciente de ces symboles permet de réactiver en soi la perception de l'unité. Partie 7, interprétation symbolique. Premièrement, le cercle. Le cercle peut être la représentation la plus universelle de l'unité et de la totalité. Sans début ni fin, il contient tout en lui et chaque point de sa circonférence reflète la totalité du mouvement. Dans l'ésotérisme, le cercle avec un point central symbolise à la fois le soleil et la présence de l'un dans le multiple. Deuxièmement, l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, ouroboros. C'est un symbole ancien que l'on retrouve en Égypte, en Grèce et dans l'alchimie médiévale. Il exprime l'idée que le début et la fin se rejoignent et que le tout se régénère en lui-même. Chaque portion du serpent contient en puissance l'intégralité du cycle. Troisièmement, le pentacle hermétique. Le pentacle, utilisé dans les traditions hermétiques et magiques, représente la quintessence, l'unité des 4 éléments, terre, eau, air, feu, plus l'esprit. Chaque pointe, bien qu'apparemment distincte, porte la structure de l'ensemble. Dans certaines versions du pentacle, comme le pentacle du tétragrammaton, les lettres sacrées du tétragramme ou des noms divins reflètent l'immanence de l'absolu dans le monde. Quatrièmement, l'arbre de vie. Dans la Kabbale, l'arbre de vie est une carte du cosmos et de l'âme humaine. Chaque séphira, émanation divine, contient en miniature tout l'arbre. Ainsi, étudier une seule séphira revient à pénétrer les lois qui gouvernent l'ensemble de la création. Cinquièmement, le tarot. Le tarot, dans son aspect symbolique, illustre ce principe par la correspondance entre chaque arcane et le cheminement global de l'âme. L'arcane 21, la dernière, le monde, montre une figure centrale entourée des 4 vivants, le lion, le taureau, l'aigle et l'ange, qui représentent la totalité des forces cosmiques. Chaque carte est un fragment, mais elle contient en elle la structure complète du jeu et du voyage initiatique. Sixièmement, mandala et géométrie sacrée. Les mandalas tibétains ou hindous sont des représentations visuelles de l'univers. Chaque détail est à la fois autonome et indispensable à la totalité. La fleur de vie, motif de cercle entrelacé, est un exemple de géométrie sacrée où chaque partie contient la matrice entière. Septièmement, autre symbole naturel, les cristaux. Leur structure atomique répétée illustre l'unité de forme à toutes les échelles. Les coquillages en spirale, chaque révolution reflète la structure globale. Ou les feuilles, le réseau veineux d'une feuille reproduit le réseau des branches qui reproduit le réseau racinaire. Partie 8, implications psychologiques. Premièrement, changement de perspective. Lorsque l'on adopte la vision selon laquelle chaque fragment de réalité contient le tout, notre rapport aux événements se modifie profondément. Les petits moments cessent d'être insignifiants. Les difficultés sont perçues comme des microcosmes des défis plus vastes, offrant des occasions de comprendre des lois universelles. La banalité devient porteuse de sens, car chaque instant est une expression du tout. Deuxièmement, intégration du soi. Sur le plan psychologique, le tout et dans tout invite à percevoir en soi la totalité des forces humaines. Lumière et ombre, force et fragilité, instincts et idéaux. Reconnaître que ce que l'on rejette chez les autres est aussi présent en nous, sous une forme latente ou inconsciente. Ce travail d'intégration correspond à ce que Carl Gustav Jung appelait le processus d'individualisation. Ou d'individuation, ouais, si on veut.
Bon. Troisièmement, projection et miroir. En psychologie des relations, ce principe se traduit par l'effet miroir. Ce que nous percevons dans l'un reflète une partie de nous-mêmes. Si un comportement nous agace fortement, il est souvent le reflet d'un aspect intérieur non accepté. Si un trait nous inspire, c'est peut-être qu'il sommeille en nous et demande à s'exprimer. Ainsi, chaque rencontre humaine devient un espace où se reflète notre propre totalité intérieure. Quatrièmement, gestion des émotions. Si chaque émotion est une facette du tout, alors aucune n'est mauvaise en soi. La colère, la peur, la joie, colère et peur, vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos, la tristesse sont des expressions différentes de la même énergie vitale. Plutôt que de les réprimer, il s'agit de les reconnaître, de les écouter, puis de les réorienter. Cinquièmement, résilience. La résilience psychologique gagne en profondeur avec cette vision. Une épreuve n'est pas seulement un obstacle isolé, mais une miniaturisation d'un processus universel. Mort et renaissance, chaos et ordre. La comprendre dans ce cadre permet de la vivre avec plus de sens et moins de sentiments d'absurdité. Sixièmement, créativité. Savoir que le tout est dans tout peut libérer la créativité. Une idée modeste peut contenir le germe d'un projet immense. Un petit geste artistique ou solidaire peut déclencher des effets en chaîne imprévus. Chaque élément d'un problème contient aussi une clé potentielle de sa résolution. Septièmement, spiritualisation du quotidien. Enfin, sur le plan existentiel, ce principe invite à ne pas séparer une vie ordinaire et d'une vie spirituelle. Chaque action, même banale, peut devenir un acte sacré si l'on y voit la présence du tout. Préparer un repas, balayer le sol, écrire un message, etc. Partie 9, mise en pratique. Premièrement, observation fractale. Le but, percevoir l'unité dans la multiplicité. Exercice. Choisir un élément naturel, une fleur, un coquillage, une feuille. L'observer à différentes échelles. Œil nu, loupe, photo zoomée. Noter ou dessiner comment les motifs se répètent à des niveaux différents. Effet, développer la sensibilité à l'autosimilarité du monde. Deuxièmement, méditation sur un objet. Le but, ressentir le tout dans un fragment. Exercice, s'asseoir avec un objet simple, une pierre, une tasse, une bougie. Inspirer en pensant « ce que je vois contient le tout ». Expirer en ressentant que soi-même fait partie de ce tout. Durée 5 à 20 minutes. L'effet, une connexion intime entre microcosme et macrocosme. Troisièmement, journal de correspondance. Le but, relier les événements quotidiens aux lois universelles. Exercice. Chaque soir, notez un événement marquant de la journée. Cherchez à quel principe universel il correspond. Cycle, équilibre, transformation. Effet, renforcement de la vision symbolique de la vie. Quatrièmement, dialogue miroir. Le but, reconnaître le tout en autrui. Exercice, dans une discussion, imaginez que l'autre exprime une partie de soi-même. Posez des questions comme si on interrogeait une facette interne. L'effet, amélioration de l'empathie et de l'écoute. Cinquièmement, balade d'unité. Le but, ressentir l'interconnexion globale. Exercice, marcher en pleine conscience. Percevoir le lien entre les éléments, le vent, la lumière, les sons, les odeurs.
Ressentir que tout ce qui est perçu est contenu dans soi et que soi est contenu dans tout ce qui est perçu. Effet, dissolution temporaire de la sensation de séparation. Sixièmement, création symbolique. But, matérialiser la vision du tout. Exercice, créer un dessin, un poème ou un objet qui condense le plus possible l'idée de le tout est dans tout. Effet, renforcement de l'intégration par l'expression artistique. Septièmement et dernier, l'exercice de gratitude totale. Le but, élargir la gratitude au-delà des expériences agréables. Exercice, remercier mentalement non seulement pour tout ce qui va bien, mais aussi pour les épreuves, en percevant leur rôle dans l'équilibre global. L'effet, c'est la transformation du rapport à la vie. Partie 10, conclusion, un principe vivant et intemporel. La formule « le tout est dans tout » est bien plus qu'une jolie maxime ou une idée abstraite. Elle traverse les âges, les cultures, les disciplines, des temples égyptiens aux laboratoires modernes, des méditations silencieuses aux équations cosmologiques. Elle réunit l'hermétisme antique, les philosophies de l'unité, les traditions spirituelles orientales, les découvertes scientifiques et les pratiques de développement personnel. Nous avons vu que historiquement, elle est enracinée dans les grandes traditions ésotériques et philosophiques, Hermès Trismégis, la Kabbale, l'alchimie, les philosophies grecques et orientales. Philosophiquement, elle soutient le monisme, le panthéisme, le panenthéisme et les visions holistiques du monde. Scientifiquement, elle trouve un écho dans la théorie holographique, les fractales, la biologie cellulaire, l'ADN, la physique quantique et même l'écologie. Symboliquement, elle s'exprime dans le cercle, l'ouroboros, l'arbre de vie, les mandalas, le pentacle et toute la géométrie sacrée. Psychologiquement, elle transforme notre manière de nous percevoir et de percevoir les autres en intégrant toutes nos facettes. Pratiquement, elle peut devenir une discipline quotidienne faite d'observation, de méditation, de création et de gratitude. Adopter ce principe, c'est changer de regard. Ce n'est plus chercher l'infini ailleurs, mais reconnaître qu'il se manifeste ici, dans chaque parcelle de réalité. C'est comprendre que la totalité de l'univers résonne dans un simple battement de cœur, dans une goutte d'eau, dans un regard échangé. Et peut-être que, lorsque cette vision devient naturelle, la séparation s'efface. Alors il n'y a plus moi et le monde, plus intérieur et extérieur, mais un seul flux continu où chaque instant, chaque être, chaque grain de poussière est porteur de l'univers entier. Ainsi, le tout est dans tout cesse d'être une idée que l'on contemple de loin. Elle devient un mode de perception et un mode de vie, un chemin d'unité, de responsabilité, de beauté et de paix. Merci.